Alors, en passant à d'autres sujets, permettez-moi de vous dire que, eh bien, il y a un mouvement de la part de la Russie vers l'Azerbaïdjan. Il y a eu plusieurs tensions entre la Russie et l'Azerbaïdjan, n'est-ce pas? Et en ce moment, selon les informations des services d'enquête des services de renseignement ukrainiens, Moscou accélère le déploiement de troupes en Arménie, alors que les tensions augmentent en Azerbaïdjan. Autrement dit, il se dirige tôt vers l'Arménie, mais il semble qu'il vise l'Azerbaïdjan. Passons aux détails, d'accord? Tout d'abord, le renseignement de la défense ukrainienne, le direction principale du renseignement, le HUR, accélérerait, selon la Russie, le renforcement de sa base militaire à Yunri, en Arménie. Juste au moment où les tensions augmentent avec les Azerbaïdjanais. Pour vous mettre en contexte, si vous n'avez pas suivi l'actualité cette semaine, en Russie, à Yekaterinbourg, 5 Azerbaïdjanais ont été arrêtés et 2 d'entre eux ont perdu la vie. Suite à cela, de nombreux journalistes de Sputnik ont été arrêtés en Azerbaïdjan. En fait, Sputnik a déjà été expulsé du pays. Un média russe, avec le point de vue du gouvernement russe. Oui, super. Pas indépendant. Pas indépendant, non, exactement. Super pro-russe. Et à partir de là, ça n'a fait qu'empirer. Évidemment, comme on le dit ici, la base russe, par exemple à Urine, reçoit déjà des renforts de la région de Rostov, de Volgograd et de la Crimée. Ils retirent des gens nécessaires dans l'autre guerre pour les amener ici. Méfiez-vous de l'Azerbaïdjan. Mais à quoi pense-t-il qu'il va se passer là-bas, en Azerbaïdjan et dans cette région, pour qu'ils déplacent des troupes en pleine guerre alors qu'ils en ont le plus besoin? Donc il voit à nouveau quelque chose. Et si on regarde un peu plus par ici, regardez où se trouve l'Azerbaïdjan. Autrement dit, il se trouve déjà du côté turc et iranien. Autrement dit, ils ne sont pas si proches, parce que c'est le cas, je veux dire, il y a la frontière russe qui est ici, une frontière très petite en comparaison, disons, à toutes les autres frontières et les autres problèmes qu'il pourrait avoir, non? Et il y a eu des frictions avec le Kazakhstan, il y a eu des frictions avec le Turkménistan, avec plusieurs de ces pays. Parce que disons, ce dont ils se plaignent, dans ces pays, les latino-américains se plaignent de problèmes similaires à ceux d'ici. Quand on maltraite l'hispanique, le latino-américain, surtout celui qui traverse vers les États-Unis, surtout ceux qui vont travailler, non? Là-bas, on les maltraite, non? C'est un peu similaire. Certaines plaintes disent « on nous traite comme des citoyens de seconde zone » et ce genre de choses. Donc tout à coup, certains pays ont déjà commencé à demander du respect. Il faut se rappeler que toutes ces régions étaient russes, n'est-ce pas? Et on dirait que Poutine voudrait avoir comme, Le contrôle sur toutes ces zones. Mais ils ont déjà montré des signes que la population commence à s'agiter, non? Il y a autre chose que fait aussi le Kremlin, c'est qu'il recrute des volontaires. Comme toujours, parmi les minorités ethniques caucasiennes, comme celle d'Ossétie du Nord ou d'Adyguée, c'est généralement ce qu'ils font pour envoyer à la guerre en Ukraine. Ils vont aussi toujours vers les groupes ethniques, vers les petits villages. Et donc, eh bien, le conflit s'est évidemment aggravé après tout ce que je vous ai raconté qui s'est passé cette semaine, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, le Kremlin est déjà concentré sur ce sujet, n'est-ce pas? Les relations se détériorent entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Probablement, ils pensent que cela était déjà prévu, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un plan du type « nous allons commencer à chauffer la zone », pour ainsi dire. Ce mouvement, comme toujours, se produit. Mais la Russie a déjà envisagé 3 ou 4 étapes de ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, il peut y avoir des surprises, et je veux dire, tout comme l'Ukraine, eh bien, les Azerbaïdjanais ou les Kazakhs, ou peu importe, eux aussi ont cette façon de penser, n'est-ce pas? Et si la Russie a fait un mouvement, eux aussi ont 2 ou 3 coups d'avance en tête, donc l'avenir est assez incertain, mais quelque chose peut arriver. Les autorités ukrainiennes considèrent que ce déploiement a également un effet de diversion tactique, car il oblige plusieurs acteurs internationaux à diviser leur attention entre l'Ukraine et le sud du Caucase. Et il se pourrait aussi que ce mouvement serve à préparer quelque chose en Ukraine. Exactement, et aussi l'Arménie, où se trouvent ces bases russes, eh bien, elle se retrouve, disons, entre le marteau et l'enclume, car elle est très dépendante
de la Russie et elle souhaite aussi entretenir de bonnes relations avec l'Occident, n'est-ce pas? Exactement. S'ils mettent mot, eh bien, je dirais 3 choses. Et en plus, je ne pense pas qu'elle veuille être en guerre avec l'Azerbaïdjan. Je ne pense pas, mais c'est comme ça que... le sujet dans la question. Et donc tout le monde garde un œil sur la zone, alors que peut-être que l'important va se passer dans une autre région. Il dit qu'il y a eu une explosion curieuse, mystérieuse, disons-le. Cela s'est produit dans une zone russe, dans une zone... C'est un gazoduc qui explose à nouveau, cette fois à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Selon une source de la Direction générale du renseignement de l'Ukraine, le gazoduc touché approvisionnait directement les installations militaires russes, y compris l'unité 155e Brigade d'infanterie navale de la flotte du Pacifique. Les explosions ont eu lieu entre 1h et 2h du matin aujourd'hui, le 5 juillet, c'est encore le 5 juillet, mais il y a presque 24 heures, n'est-ce pas? C'est au début de la journée que ces attaques ont eu lieu. Exactement. Et bien sûr, immédiatement, des équipes de récupération et de réparation des forces de sécurité russes sont arrivées et se sont déployées dans la zone, essayant évidemment de contenir les dégâts et de rétablir l'approvisionnement. Un autre incident qui s'est produit presque en même temps a touché une conduite d'eau potable, également détruite lors d'une explosion. Cette infrastructure approvisionnait plusieurs garnisons militaires voisines, c'est-à-dire l'Ukraine, ses attaques sont toujours super précises, non? Et c'est toujours pour affecter la logistique russe. Toujours en pensant à cela. Mais regarde jusqu'où ils vont. Donc tu parles de l'extrême-orient russe jusqu'à Vladivostok. Ce sont des mouvements de plus en plus lointains, c'est bien ça? On va voir. On mesurera la distance en kilomètres. C'est peut-être juste au coin de la rue, non? Il y a eu plusieurs attaques, c'est évident. En Sibérie. Sibérie. L'attaque de la toile s'est étendue jusqu'en Sibérie. Oui, c'était... Exactement. L'un d'eux est allé jusqu'en Sibérie. Voyons voir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé le nom Vladivostok très joli. Tu vois, non? Je veux dire, c'est comme si tu parlais d'un endroit qui est à environ... Qu'est-ce que ça peut être? À environ... Eh bien... Je ne sais pas. 3004... Non, eh bien, je ne sais pas, Donc c'est encore plus loin que la Corée du Sud, c'est ça? Désolé, on ne le voit pas ici. Vladivostok est, à mon avis, le plus beau nom de ville. L'Ukraine, c'est où? Donc, c'est ici de ce côté, l'Ukraine, n'est-ce pas? Par là. Tu dois traverser tout le Kazakhstan, la Mongolie, ici c'est la Corée, regardez, ici c'est le Japon. C'est-à-dire, ce sont des gens infiltrés. Ce sont des gens infiltrés, oui. Imagine, tu parles de... Disons que d'ici de ce point à ce point, ça fait 2000 km pour ce petit bout, 2000, 4000, 8000, 6000, 8000. Disons ça comme ça, à vue de nez, non? Ça fait bien environ 8000 km. C'est-à-dire que c'est presque une attaque, disons, d'ici des Caraïbes vers l'Espagne ou de l'Espagne vers les Caraïbes, comme vous voulez. C'est une distance énorme, énorme. Je parle aussi de la taille de la Russie, non, aussi. Mais bon, d'un côté à l'autre. Impressionnant l'attaque, en supposant que c'est une attaque, ce que je suppose, parce qu'il y a eu des explosions dans une zone stratégique. Et c'est le renseignement ukrainien qui le rapporte. Ce sont les Ukrainiens, c'est évident. Eh bien, là-bas au Venezuela, ils fabriquent ou envisagent de fabriquer des missiles et des antidrones. Des missiles et des antidrones vénézuéliens seraient également en préparation, d'après ce qui est rapporté. C'est-à-dire, ils vont les fabriquer ou les acheter? Comment ça se passe? Développer? Ils vont les développer, mais honnêtement, ils le font déjà, c'est-à-dire qu'ils fabriquent déjà des armes russes. Vous savez, plusieurs d'entre vous nous ont parlé de... Ceux qui vivent au Venezuela. Mais bon, ils annoncent maintenant. Quelle surprise! Maintenant, nous allons développer un système de missiles et d'antimissiles dans le cadre de leur stratégie de défense nationale. Personne ne les attaque, ils inventent juste ces démons, selon eux, alors que personne ne leur prête attention. Et cela a été annoncé lors de la cérémonie du 214e anniversaire de l'indépendance. Maduro a affirmé que le Venezuela devait renforcer sa puissance militaire par terre, air, mer, rivières, montagnes et forêts. C'est aussi un peu pour détourner l'attention du message que Maria Corina a publié aujourd'hui, qui s'adressait directement aux militaires
Écoutons le message de Maria Corina sur les réseaux sociaux. À l'époque, le choix du 5 juillet comme journée des forces armées nationales n'est pas une coïncidence, c'est un lien. Pour souligner que l'institution militaire n'a pas seulement été un élément décisif pour l'obtention de l'indépendance, mais que sa raison d'être est de la préserver pour toujours. Indépendance nationale et forces armées sont des termes liés dans notre histoire. Ce rappel est indispensable. La fragilité de notre indépendance aujourd'hui va de pair avec la détérioration de l'institution militaire. Pendant 25 ans de pouvoir autocratique, le Venezuela a été livré à des forces étrangères, Cuba, la Russie, l'Iran, la Chine, ainsi qu'à des organisations terroristes comme les forces armées révolutionnaires de Colombie et l'armée de libération nationale, le Hezbollah et le Hamas. Bon, une partie du message est un peu longue, mais... Oui, je trouve les points qu'elle aborde très intéressants. Évidemment, le régime de Maduro est devenu proche, laisse-moi te dire. Non seulement de gouvernements non démocratiques, mais même de groupes terroristes, je veux dire largement connus. C'est un sujet très sérieux. Et donc, eh bien là encore, comme on dit, il met le doigt sur la plaie. Un sujet sur lequel, eh bien, maintenant Maduro sort pour dire qu'il développe des missiles. Commence par nourrir ton peuple, d'abord, mais bon, je dis ça comme ça. L'alerte, je pense qu'elle n'est pas seulement pour les Vénézuéliens, comme le Bedida de Okenak, mais qui nous en a aussi pour le monde entier. Pour qu'ils arrivent, eh bien là-bas, un problème est en train de grandir, et si on le laisse grandir, ça pourrait devenir un autre. Corée du Nord. C'est-à-dire que plus tard, ils pourraient te dire « Ah, tu sais quoi, maintenant ils ont aussi des armes de destruction. » Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils commencent à sortir quelque chose comme ça. Plusieurs fois, Maria Corina a mentionné à quel point il est dangereux d'avoir une base russe du Hezbollah, du Hamas. Un élevage? Un élevage d'œufs en Amérique, ou... C'est-à-dire si près des États-Unis? Et du Mexique, et du Brésil, et de n'importe quel autre pays. Parce qu'au final, s'ils les considèrent tant comme des amis, eh bien c'est comme ça, mais... Eh bien l'Argentine? L'Argentine, exactement. Passons à autre chose. Bonjour à Ricardo là-bas, jusqu'au Panama, à Gabriel, à Marvin. Ici, j'ai les réponses à tes questions. Il demande s'il est vrai qu'il y a un échange d'armes avec des pays alliés comme la Russie et la Corée du Nord. Il demande d'ajouter le Venezuela et Cuba, puis s'adresse à Marvin en lui demandant comment il va. Un grand salut à Ben. Comment vas-tu? Il dit que Trump sont déjà à la poursuite de la tête de Maduro. Le Venezuela fabrique des armes pour la Russie, c'est comme la Corée du Nord, dit-on par là. Marcella, salutations Marcella. Aussi Angelica, comment vas-tu? Astrid dit bonjour, ils sont toujours en direct. Je pensais que c'était mon tour. Nous avons eu plusieurs imprévus qui se sont accumulés et nous avons fini par sortir assez tard. Mais nous sommes ici avec grand plaisir. Le week-end, vous savez déjà ce que nous essayons de faire. Quelques sorties que parfois nous ne pouvons pas faire en semaine et... Aujourd'hui, ça a vraiment duré plus longtemps, il dit. Il dit que le Mexique n'a pas à s'inquiéter car sa présidente soutient Maduro et d'autres dictateurs. Alpha, salut. Salut Alpha, Béatrice dit bonjour. Au Venezuela, il dit « Depuis des années qu'il existe une usine de fusils Kalachnikov. » Kalachnikov, ah oui, aussi des missiles, je veux dire des drones Shahed. On a déjà mentionné qu'ils sont également fabriqués en Iran et au Venezuela. Et Marvin demandait aussi quel est le taux d'approbation de Claudia Sheinbaum. Voici les résultats de 3 instituts de sondage. En mai, on lui donnait 83%. En mai aussi, un autre institut de sondage lui donnait 73%. Par exemple, en juin, le journal El Financiero lui a accordé un taux d'approbation de 76%. Elle bénéficie d'un important soutien, mais El Financiero n'est pas représentatif. Il est très critique envers la présidente, mais elle bénéficie certainement d'un soutien important. Et surtout, curieusement, le fait est qu'on a commencé à faire des choses que l'ancien président n'a tout simplement pas voulu faire. La question du huachicol et du crime organisé. Écoute, ce n'est peut-être pas suffisant, peut-être pas, mais il y a des choses différentes qui sont en train d'être faites. Eh bien, je suis plusieurs analystes là-bas, spécifiquement sur la question du crime organisé. Et donc, au moins, s'il faut qu'il y a un changement. Eh bien, la réorganisation en cours des groupes du crime organisé. Ce qui va arriver concernant ce sujet, des tonnes de déchets ont été évacuées. Il semble que quelque chose soit en train d'être fait là-bas. J'insiste,
Il manque encore beaucoup, il reste définitivement beaucoup à faire, mais je pense qu'il y a comme un point de rupture, dans ce sens-là. Qu'on n'a rien voulu faire durant la période précédente. Mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels il ressemble beaucoup à la période précédente. Donc c'est un sujet qui lui permet de rester populaire auprès de nombreux secteurs, et clairement, les sondages. C'est là qu'on l'observe, ce point. La partie sociale, comme les aides et les bourses Kintiebe, qui permet à beaucoup de gens d'avoir un soutien solide, autant à la précédente qu'à l'actuelle. En ce moment... Exactement, oui. Estrelita Ale. Les passagers de l'avion étaient iraniens, dont 2 membres présumés de la garde révolutionnaire, donc pas des Iraniens ordinaires. Et l'autre question que quelqu'un posait, je crois que c'était aussi Marvin. Combien gagnait AMLO et combien gagne Sheinbaum en ce moment? AMLO, dans le AMLO. En 2024, il gagnait 129 000 pesos avec 29 432, ce qui ferait, et peu de gens ne gagnent ça, 29 432 pesos mexicains, soit environ 6 000 $, disons 6. Le dollar est au plus faible, donc environ 7 000 $ d'après toi? Oui, par là, disons 7 000, environ 7 000 $, plus ou moins. Et ensuite, Sheinbaum gagne actuellement 134 290. Par là. C'est un peu plus de 7 000, 7 500, mais bon, c'est à peu près ça. Ce serait le doute. Oui, 7 000 $. Combien dit-il que gagne la présidente là-bas au Pérou? Voyons, dites-nous, comment vont les salaires là-bas? Il met en garde contre la présence de paramilitaires vénézuéliens et colombiens au Mexique, au cas où quelqu'un serait tenté de devenir président là-bas. Attention, dit mon peuple, et ils applaudissent la chilindrina, dit Verderi. Salut, comment vas-tu, Marlène? Salutations, les gars, salutations, c'est déjà dimanche, super. Comment vas-tu, Pantherita? Très bien. Salut Marvin, je vais bien aussi. Un grand merci et mes salutations à toute la communauté. Allons donc au point suivant. Écoutez, il y a aussi plusieurs affaires importantes concernant ce qui se passe au Texas. Il y a, une mise à jour sur le sujet où la situation a été vraiment tragique. Pour résumer brièvement les événements, il faut s'en souvenir, n'est-ce pas? Il a plu si fort qu'en 45 minutes, l'eau de la rivière Guadalupe a monté de 8 mètres là-bas au Texas, 8 mètres en 45 minutes. C'est-à-dire, le temps que tu appelles les secouristes et tout ça, la rivière était déjà montée de 8 mètres. Impressionnant, un autre point, en 3 heures, il est tombé ce qu'il tombe en 3 mois à cette époque. Donc il y a aussi eu une pluie torrentielle incroyable, donc là-bas, dans la zone où il pleuvait. 800 enfants campeurs, c'est l'été et c'est typique qu'ils partent en camping et tout ça. Je ne sais pas s'ils sont scouts ou autres. Ce sont des chrétiens, mais ils étaient... 800 enfants. 800 d'après le chiffre que j'ai, même si j'ai vu des rapports qui parlent de 750, donc ça varie, mais entre 700 et 800 enfants étaient là. Et ils ont été surpris par une pluie extrêmement forte. Même si tu regardes la météo, tu n'imagines pas vraiment ce que c'est. Tu vois le nuage, mais tu ne réalises pas que c'est un ouragan. C'est difficile à prévoir, n'est-ce pas? Et soudainement, on doit déjà connaître le nombre de personnes qui sont les PROM. Le dernier rapport fait état de 43, au moins 43 personnes décédées, dont 15 sont des mineurs. Et donc, selon ce que rapporte le TITA, qui est l'organisme responsable, la shérif du comté assure que parmi ces personnes, 5 adultes et 3 enfants n'ont pas été identifiés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui ils sont. Il y a toujours au moins 27 mineurs du camp mystique de ce camping chrétien qui sont portés disparus. Combien? 27 sont toujours portés disparus. Étant 27 enfants. Ou des filles? Disparus, en plus des 43 qui sont déjà décédés. Et il y a des témoignages... 2 adolescentes? 2 filles mexicaines qui étaient l'Oklahoma. Oui, ce sont 2 filles mexicaines de 19 ans qui étaient du genre à s'occuper des plus petites. Et elles disent que tout à coup, il s'est mis à pleuvoir très très fort, tellement fort, qu'à un moment donné, il y a eu une coupure de courant et elles ont commencé à chercher toutes les autres filles qu'elles pensaient être en danger. Et elles les ont emmenées dans la cabane. C'était la plus haute, celle qu'ils considéraient comme telle.
Elles ont écrit leur nom sur leurs bras à toutes et leur ont donné une identification au cas où il arriverait quelque chose à ce moment-là. Et donc, ce sont 20 filles qu'elles ont réussi à sauver, mais la situation était vraiment, vraiment difficile et les autorités ont mis beaucoup de temps à arriver. C'est incroyable, mais comment y arrives-tu? C'est-à-dire, d'accord, on te prévient, on te dit qu'il y a 800 enfants ici, comment fais-tu pour passer? C'est-à-dire, si une rivière monte de 8 mètres, il n'y a aucun moyen de passer, ça doit être incroyable. Ces phénomènes, bon, ça fait combien d'années qu'on est sur le sujet? Non? Mais ces phénomènes, eh bien, ils ont été signalés depuis très longtemps, non? C'est-à-dire, quand tu regardes la moyenne mensuelle ou trimestrielle, ou la moyenne en général, tu ne vois pas l'impact soudain d'une telle quantité d'eau tombée en seulement 3 heures est considérable, n'est-ce pas? Cette fameuse pluie soudaine est un phénomène qui s'est beaucoup étudié, parce que c'est un phénomène qui n'existait pas à cette ampleur. Il peut y avoir des pluies très, très fortes, mais est-ce que ce sont ces pluies du siècle, comme celle qui vient d'arriver récemment en Chine? Il y a 2 ou 3 jours, c'était la pluie du siècle. Mais en réalité, ce n'est plus vraiment une pluie du siècle. Maintenant, on a déjà des pluies soudaines comme ça, vraiment impressionnantes. Eh bien, soudainement, dans certaines régions, tous les 2 ou 3 ans, comme l'année dernière dans le Missouri. Tu te souviens? Lors d'une pluie similaire à celle-ci, environ 24 personnes sont également décédées. Ce qui nous a vraiment surpris. Comment est-ce possible qu'avec une pluie? Tu te souviens quand il y avait encore la danse? Qu'autant de personnes puissent mourir à cause d'une pluie, je veux dire lors d'un ouragan, tout à coup 3 ou 4 personnes, c'est déjà beaucoup, et que dans cette fois-ci, 47 personnes sont touchées, et il y en aura probablement beaucoup plus. Exactement. Quelqu'un nous dit combien gagne la présidente du Pérou, mais ils nous le mettent en sol, n'est-ce pas? C'est la monnaie qu'ils utilisent au Pérou. Ce serait 35 658 en dollars, hein, pour que tout le monde comprenne. Ce serait 10 000 dollars pour arrondir. D'accord, c'est-à-dire elle gagne plus que celle du Mexique, la présidente là-bas au Pérou que celle d'ici au Mexique. Oui, plusieurs milliers de dollars en plus, regarde juste ça. Et maintenant, moi aussi, je m'y mets. Je me demande si ce qui s'est passé au Texas est dû à un manque d'informations parce que nous n'avons pas vu de rapport disant que l'eau arrivait en force. C'était intense. Sinon, est-ce que c'est un manque de budget de la NOAA ou... C'est-à-dire, oui, il y avait l'alerte habituelle disant que ça allait devenir intense, mais non. Ce niveau-là exactement, c'est comme ce qui s'est passé à Valence aussi. C'est-à-dire, mais il semble qu'il y avait bien une alerte. Oui, mais ce n'était pas une alerte du genre « évacuez et bougez-vous ». Non, c'était plutôt du côté « eh bien oui », c'est-à-dire il se peut que ça va être fort. Oui, ça va être fort, oui. Il y a... Presque toutes les tempêtes sont accompagnées d'une alerte, créant une sorte de... Tout à coup, un excès de confiance et... Tout à coup, on ne connaît pas les zones qui sont inondées. Dans cette ville, par exemple... Les rivières débordent toujours. Si le campement était près de la rivière, on aurait dû les prévenir. Je le pense surtout qu'il ne s'agit que de mineurs. Oui, enfin, comme... En partie, cette quantité, comme on ne l'a pas vue, il faudrait enquêter là-dessus. On ne peut pas lésiner sur les budgets, surtout quand on est une puissance comme les États-Unis. Lésiner, c'est budget. Dans la NOAA au centre d'alerte des ouragans. Alors, il faut avoir un budget conséquent pour que les météorologues puissent se concentrer sur leur travail pour éviter ce genre de choses. Parce que sinon, eh bien, ce n'est pas non plus comme si les pompiers et les services d'urgence. Les gens devineront quand un problème surviendra, n'est-ce pas? Ils doivent être en se baser sur quelque chose et c'est une tâche difficile et colossale. Passons donc à d'autres sujets, passons aux commentaires.